Chapitre 2. Rappel sur les lois fondamentales de l'électricité. Partie 1. Dans ce chapitre, on va voir le comportement des dipôles R, L et C dans les différents régimes, à savoir continu, harmonique et transitoire. On va commencer par le régime continu. On parle de régime continu permanent quand les grandeurs électriques, intensité et tension, à travers les différentes branches du circuit, ne varient pas avec le temps, c'est-à-dire ils ont une valeur constante. En général, on parle de courant continu. Donc, on parle de courant continu quand l'intensité du courant est la même à tout instant, en tout point du conducteur. Donc, si je regarde ici la courbe de variation du courant en fonction du temps, pour un courant continu, donc je remarque que le courant a toujours la même valeur, quel que soit T. Et la valeur maximale, elle est aussi identique à sa valeur moyenne. Le symbole du régime continu, en français, donc il est donné par CC, c'est-à-dire courant continu, mais en général, on le trouve donc mentionné par DC, en anglais, c'est direct current. On trouve aussi ce symbole-là de deux traits, un trait continu et un trait discontinu. Les sources de tension continue les plus utilisées sont les piles, les batteries, les accumulateurs et les génératrices à courant continu qu'on appelle les dynamos. Il faut connaître aussi la notion de dipôle électrique. Un dipôle électrique est un composant ou une association de composants, comme on le voit ici. Donc voilà, soit c'est un seul composant ou bien un ensemble de composants qui sont mis soit en série ou bien en parallèle. Possédant deux bornes, bien sûr. Donc voilà une borne d'entrée et une borne de sortie. Un exemple de dipôle, nous avons les résistances, les diodes, les condensateurs, ainsi de suite. On va parler maintenant de conventions. Nous avons deux conventions, la convention récepteur et la convention générateur. Pour la convention récepteur, les deux flèches courant et tension sont dans un sens opposé. Comme on le voit ici, voilà donc la convention récepteur, voilà le dipôle. Donc le courant qui traverse le dipôle et la tension à ses bornes sont dans un sens opposé. Par contre, la convention générateur, les deux flèches courant et tension sont dans le même sens. Donc voilà la convention générateur, voilà notre dipôle, le courant traversé par le dipôle et la tension à ses bornes sont dans le même sens. Classification des dipôles. Les dipôles peuvent être soit passifs ou actifs. Un dipôle passif est un dipôle qui consomme de l'énergie électrique et qui transforme toute cette énergie en chaleur ou en travail. Donc, si on prend l'exemple de la résistance qui est un dipôle passif, si elle est en circuit ouvert, c'est-à-dire I égale à 0, la tension à ces bornes est nulle, c'est-à-dire la tension aux bornes de la résistance, quand I égale à 0, est égale à 0. Donc, si je regarde ici la caractéristique de la tension en fonction du courant, quand I égale 0, la tension est égale à 0. C'est-à-dire la caractéristique U en fonction de I passe par 0. Nous avons l'exemple des résistances, comme on vient de le voir, des diodes, ainsi de suite. Un dipôle actif, appelé aussi générateur, est un dipôle qui délivre un courant électrique ou une tension électrique. Il présente une tension à ses bornes, c'est-à-dire la tension à ses bornes est différente de 0, même s'il n'est traversé par aucun courant. C'est-à-dire quand I égale à 0, il existe une tension à ses bornes. Donc si je regarde l'exemple de la pile, nous avons la caractéristique de U en fonction de I concernant la pile. Donc à I égale 0, nous avons une tension aux bornes de la pile qu'on appelle la FEM de la pile.
Donc, l'exemple de ces dipôles actifs, nous avons les piles électriques, les batteries d'accumulateurs, ainsi de suite. Ce tableau donc nous donne des exemples concrets sur ces différents dipôles actifs et passifs. Donc, je vous invite à faire pause sur cette diapo pour mieux voir ces exemples. Propriétés des dipôles, nous avons la linéarité et la polarité. Commençons par la linéarité. Un dipôle est dit linéaire si sa caractéristique U en fonction de I est une droite, comme le cas de la résistance. Nous avons ici la caractéristique U en fonction de I pour une résistance, donc c'est une droite linéaire. Un dipôle est dit non linéaire dans le cas contraire, c'est-à-dire l'exemple de la diode, la caractéristique U en fonction de I, donc c'est une courbe qui n'est pas linéaire. Pour la polarité, un dipôle est dit polarisé si son fonctionnement n'est pas le même en inversant le sens du courant électrique. Nous avons l'exemple de la diode par exemple qui est un dipôle polarisé. Donc si on le branche dans le sens direct, c'est-à-dire l'anode avec le plus et la cathode avec le moins, qu'on appelle le sens direct, dans ce cas-là, la diode donc, va être traversée par un courant électrique. Mais si on inverse la polarité de cette diode, dans ce cas-là, la diode ne sera pas traversée par un courant. Par contre, la lampe qui est un dipôle non polarisé, donc il conduit le courant électrique dans les deux sens. Passons maintenant aux dipôles passifs élémentaires, qui sont la résistance symbolisée par R, la bobine symbolisée par son inductance L et le condensateur symbolisé par sa capacité C. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'informations à dire à propos de ces dipôles, mais ici dans ce cours, on va se contenter des notions de base. Commençons par la résistance. Une résistance est un dipôle passif linéaire, comme on l'a déjà vu dans la diapo précédente, constitué par un matériau conducteur et caractérisé par sa résistance R qui s'exprime en ohm en l'honneur au physicien allemand Georg Ohm. La caractéristique U en fonction de I pour une résistance est linéaire, comme on vient de le dire. Donc voilà la caractéristique U en fonction de I. Et le coefficient de proportionnalité entre U et I, c'est-à-dire la pente de cette droite, c'est la résistance R. L'énergie absorbée par une résistance est entièrement consommée par effet Joule, donc dissipée sous forme de chaleur. La résistance d'un fil conducteur dépend de ses dimensions et de sa nature et s'obtient comme suit. Donc R est donné par ρ fois L sur S. ρ étant la résistivité en ohm mètre, L la longueur du conducteur en mètres, voilà L, et S la section du conducteur en mètres carrés. Donc voilà S. Passons maintenant à la bobine d'induction. La bobine d'induction est un dipôle passif constitué d'un conducteur métallique, comme on le voit ici sur l'image, enroulé autour d'un support cylindrique qu'on appelle le noyau de fer. Lorsqu'un courant électrique traverse celle-ci, c'est-à-dire quand on alimente cette bobine par un courant électrique, elle produit un champ magnétique B dans l'espace environnant. Donc les lignes de champ créées sont représentées ici en bleu. Maintenant, le flux phi de ce champ magnétique à travers la section de la bobine, donc le flux à travers cette section, est lié au courant qui la traverse, c'est-à-dire le flux phi est lié au courant I par un coefficient de proportionnalité appelé l'inductance L. Donc la relation entre phi et I est donnée par phi égale à N fois L fois I. N étant le nombre de spires de la bobine et
I, c'est le courant qui la traverse. L'inductance est la capacité de la bobine à s'opposer à tout changement de courant qui la traverse. L'inductance, elle, s'exprime en Henry, en l'honneur au physicien américain Joseph Henry. On voit ici sur l'image. Pour un solénoïde, l'inductance, elle, est donnée comme suit. Donc, un solénoïde, c'est une bobine longue. Donc, comme on voit ici sur l'image, elle est donnée par mu0 n au carré S sur N. N étant le nombre de spires, c'est-à-dire le nombre de tours de la bobine. L, c'est la longueur du support cylindrique en mètres. Donc, L, c'est ça, c'est la longueur de la bobine. S, c'est la section de la bobine en mètres carrés. Donc, S, c'est la section de la bobine. mu0, c'est la perméabilité du vide qui est donnée Henry par mètre. Donc, il faut retenir qu'une bobine stocke de l'énergie sous forme d'un champ magnétique. Et son rôle est de s'opposer à tout changement brusque de courant dans le circuit. Une bobine pure n'existe pas. En pratique, elle est toujours en série avec une petite résistance. On va finir avec le condensateur. Un condensateur de base, comme on le voit ici, est formé de deux armatures métalliques, une feuille anode positive et une feuille cathode négative, fait généralement en aluminium. Donc si on ouvre ce condensateur, on va trouver deux feuilles d'aluminium qui sont la cathode et l'anode séparées entre elles par un isolant, appelé aussi le diélectrique, comme on le voit ici sur l'image en jaune. Donc c'est la matière isolante faite généralement en céramique. Le rôle d'un condensateur est de stocker de la charge électrique. Une fois le condensateur chargé, la quantité de charge électrique sur l'une des deux plaques est exactement la même que sur l'autre plaque, avec un signe opposé bien sûr, c'est-à-dire plus Q et moins Q. Donc voilà, donc après charge du condensateur, une armature va se charger avec la charge plus Q et l'autre avec la charge moins Q. La loi qui relie la charge Q stockée à l'armature positive et la tension V aux bornes du condensateur est donnée par, donc Q, c'est C fois V. Cette capacité à stocker de la charge électrique est appelée la capacité C, qui s'exprime en coulomb par volt, l'équivalent de farad, en l'honneur au physicien et chimiste britannique Michael Faraday. Donc la capacité est donnée par la charge Q sur la tension aux bornes du condensateur V. Quand on va répondre à cette question, pourquoi utilise-t-on des condensateurs dans les circuits électriques? Il y a beaucoup d'utilisations pour les condensateurs dans les circuits électriques. Ici, on va citer l'utilisation la plus courante en électrotechnique, à savoir la correction du facteur de puissance. En effet, lorsque trop de charges inductives sont placées dans un circuit électrique, la courbe de tension et de courant se désynchronise, c'est-à-dire le courant sera retardé par rapport à la tension. Donc, on utilise des batteries de condensateurs, comme on le voit ici sur l'image, appelés aussi condensateurs de compensation d'énergie réactive, pour contrer cela et essayer de synchroniser le courant et la tension et ainsi améliorer le facteur de puissance. Plus de détails concernant la correction du facteur de puissance seront donnés dans le chapitre suivant. Ici, on va donner quelques informations pratiques concernant le condensateur. Sur le condensateur, on peut trouver une bande qui indique la branche négative, comme on le voit ici. Donc la branche négative, elle est indiquée par le signe moins. De plus, la branche négative est souvent plus courte, donc plus courte que la branche positive. On trouve aussi deux valeurs inscrites qui indiquent respectivement la capacité du condensateur, généralement c'est des microfarads, et la tension maximale que le condensateur peut supporter, bien sûr, en volts. Si cette tension seuil est dépassée, le condensateur donc peut exploser.
Dans l'exemple de l'image, on voit donc que la capacité est donnée par 1000 microfarads et une tension seuil de 25 volts. Certains multimètres peuvent mesurer la valeur de la capacité d'un condensateur en le mettant sur la fonction condensateur. La valeur indiquée par le multimètre peut ne pas être exactement identique à la valeur inscrite sur le condensateur, mais s'il y a une grande différence, le condensateur doit être changé. On va finir avec cette remarque. Donc, il faut être très prudent avec les condensateurs car ils stockent de l'énergie et peuvent conserver une tension élevée à leur borne pendant une longue période, même s'ils sont déconnectés du circuit. Donc, avant de manipuler un condensateur déjà utilisé, il faut le décharger d'abord en toute sécurité en branchant une résistance à ces bornes et vérifier que la tension décline progressivement sur le multimètre jusqu'à atteindre les 0 volts. Les lois générales des dipôles passifs R, L et C. Donc, on va voir donc, les liens entre les courants qui traversent ces dipôles et la tension à leur borne. Commençons par la résistance. Donc, la résistance, la tension est donnée par R fois I. Donc, I est égal à 1 sur R fois V, qui est également donc, donné par G fois la tension. Donc, R, c'est la résistance en ohms, G, c'est la conductance en siemens. Pour la bobine, la relation entre la tension et le courant est donnée par V égale L dI sur dt, ou bien le courant est donné par 1 sur L, l'intégrale de V dt. L, bien sûr, en Henry. Pour le condensateur, donc V, c'est 1 sur C, l'intégrale de I dt. Donc, I est égal à C fois dV sur dt. C, bien sûr, en farad. Association de dipôles linéaires passifs R, L et C. Donc, on va commencer par l'association en série. Donc, nous avons plusieurs dipôles. On va commencer par les dipôles résistifs qui sont associés en série, c'est-à-dire ils sont traversés par le même courant. Et chaque dipôle est soumis à une tension différente. Donc, si on représente ces éléments placés en série par un dipôle équivalent, il va être représenté donc, par une résistance R traversée par le même courant I sous une tension V qui est la somme de ces tensions élémentaires. Donc V, ça va être V1 plus V2 plus V3 plus Vn. Donc il suffit maintenant de remplacer l'expression de V par RI pour chaque dipôle. Donc on va avoir V égale R1I plus R2I étant le même plus RNI. On fait sortir donc I en facteur commun, il va nous rester donc la somme des résistances. Donc V, ça va être R équivalent fois I. Donc on déduit que la résistance équivalente, c'est la somme de toutes les résistances. Donc en série, R équivalent est égal à la somme des RI. Pour les bobines, donc c'est le même principe. Donc la tension étant toujours la somme des tensions aux bornes des différentes bobines placées en série. Donc, il suffit maintenant de remplacer V par LDI sur dt. Donc, en suivant le même raisonnement, on va trouver que l'inductance équivalente, c'est la somme des inductances élémentaires. Pour le condensateur, c'est le même principe. Donc, je vous invite donc à faire pause sur cette diapo pour comprendre le développement pour le condensateur et on va trouver comme résultat que 1 sur C équivalent est égal à 1 sur CI. Pour l'association en parallèle, commençons par les résistances. Donc, si je prends plusieurs résistances en parallèle, elles seront soumises à la même tension et traversées par des courants différents. Donc, si je remplace ces résistances en parallèle par une résistance équivalente, donc elle va être traversée, soumise à la tension V et traversée par le courant I qui va être la somme des différents courants. Donc I, ça va être I1 plus I2 plus I3 plus IN. Donc maintenant, il suffit de remplacer l'expression de chaque courant par rapport à la tension et la résistance de ce dipôle. Donc par exemple, I1, ça va être V sur R1. I2, ça va être V sur R2, ainsi de suite.
Et là, puisque la tension est identique pour chaque dipôle, je peux la faire sortir en facteur commun et on va obtenir donc cette expression. Donc on peut dire que 1 sur R équivalent est la somme de l'inverse des résistances. Donc en parallèle, nous avons 1 sur R équivalent est égal à la somme de 1 sur RI qui est aussi G équivalent. On suit le même principe pour la bobine et le condensateur, à savoir que le courant est toujours la somme des courants et après il suffit de remplacer le courant par son expression.